When we started our work at OCCRP, the Organized Crime and Corruption Reporting Project, we were investigating story after story, organized crime after organized crime. At some point I was asking myself, what's going on here? We're investigating the same thing over and over again. It was the same. It was always the bank, the offshore, the money laundering, the crimes. When I realized we have to do something a little bit different. Rather than going case by case to investigate organized crime, we need to understand, why is it so similar? Why are crimes so similar, and why the system that enables the crime is always the same? Paul Radu est l'un des fondateurs de l'OCCRP, un groupe de journalistes d'investigation lancé dans une guerre contre la corruption et la criminalité financière des organisations mafieuses. Né en Roumanie sous Ceausescu, Paul Radu a vécu de l'intérieur l'effondrement du bloc de l'Est et la mutation du socialisme étatique en capitalisme mafieux. Avec la disparition des barrières idéologiques, le monde s'est transformé en un supercontinent traversé par des autoroutes du crime. Une ère de violence hybride et furtive s'ouvre, dans laquelle les banques vont jouer un rôle magistral. And to understand what was going on, you have to go back a little bit in time, to the 80s, to the 70s, and to look at the price of money laundering. How costly money laundering was for criminal groups. La porte d'entrée de cette histoire s'ouvre sur un monde disparu, au cœur d'un pays qui n'existe plus, l'Union soviétique. Patrie du socialisme, foyer des prolétaires de tous les pays, l'URSS désire incarner le progrès de l'histoire. L'immensité de son territoire, ses ressources naturelles inégalées, semblent lui garantir un avenir éternel et radieux. La réalité du pouvoir dans l'appareil d'État soviétique est infiniment moins limpide. Derrière l'État se profile le Parti communiste. Derrière le Parti communiste se cachent les vrais maîtres de l'URSS, l'épée et le bouclier du monde soviétique, les services secrets et la police politique, le KGB. Au début des années 80, les éléments les plus lucides au sommet du KGB comprennent que le bloc soviétique n'a plus les moyens de rivaliser avec l'Ouest. Un effondrement du système n'est pas à exclure. Pour sa survie, le KGB va mettre au point une vaste opération de pillage des ressources soviétiques au travers de sociétés paravents, utilisées à l'origine comme couverture pour des opérations de déstabilisation et d'espionnage industriel. L'idée, c'est de recycler cette accumulation de sociétés paravents qui n'ont pas de véritable activité économique pour permettre la sortie du patrimoine du PC et du KGB à l'étranger. Le pillage commence. Aluminium, cuivre, acier, titane, achetés en URSS au prix soviétique, sont vendus à l'Ouest au prix du marché mondial, beaucoup plus élevé. Le différentiel est récupéré par une chaîne de sociétés écrans qui doivent placer cet argent hors de l'URSS. Une petite contrée ensoleillée, loin de la glaciation soviétique, déroule le tapis rouge depuis très longtemps, l'île de Chypre. Cyprus, to the former Soviet Union, Cyprus was one of the main investment vehicles. They literally saw the island as a huge shopping mall for offshores. L'île de Chypre, coupée en deux depuis la guerre gréco-turque de 1974, est dans sa partie grecque un poste avancé de l'Occident qui rejoindra en 2004 l'Union européenne et plus tard la zone euro. It came down to a few law firms
that were again very happy to receive Russian, Kazakhs, and Tajikistanis and Ukrainian corrupt business, everybody from the former Soviet Union who had a bit of dirty money. There would not be any question asked in Cyprus if you wanted to open up an offshores, if you wanted to do business, to open up bank accounts, and so on and so on. So Cyprus was literally that enabling place, a whole island that was put in the service of criminals and corrupt politicians for a very, very long time. Pour masquer ses opérations, le KGB fait appel à des hommes d'affaires nés en URSS ayant émigré à l'Ouest. Dans la terminologie du renseignement soviétique, ces hommes sont des associés gérants et leurs entreprises des sociétés amies. Parmi ces traders, Boris Birstein, formé au ministère des Affaires étrangères à Moscou et envoyé de l'autre côté du rideau de fer. Boris Birstein. Boris Birstein, c'est qui? C'est un Lituanien qui est né dans les années 40, qui va commencer à s'émanciper, à prendre son envol international dans les années 70. Il va d'abord créer une société qui s'appelle Cibeco, avec une base à Hong Kong, derrière laquelle se trouve en fait une tête de pont en Suisse, deux petites sociétés partout au Canada, en Europe de l'Ouest, voilà. Et avec cette société-là, on va avoir une sorte de facilité à placer des fonds dans les banques, dans les capitaux d'entreprises dans lesquelles on prend des participations, ce genre de choses. Ce qui est intéressant dans le cas de Boris Birstein, c'est qu'il ne va pas simplement être un homme d'affaires qui s'occupe de trading et puis qui tout d'un coup va s'occuper des intérêts du KGB. C'est qu'il va aussi être rattrapé par le milieu criminel. Le crime organisé russe était officiellement inexistant au paradis du socialisme. Les Vori v Zakonie, ces tatoués aux récits sanguinaires, furent envoyés au goulag ou brisés dans les colonies pénitentiaires. Ce monde souterrain a cependant survécu, entretenant une longue histoire avec le KGB. Organized crime was never eliminated totally during the Stalin era. Many of the criminals went to labor camps, and there they dominated the political prisoners. So they were a force in the labor camps, and they stayed a force in Russian society. There were songs about them. They were colorful characters. They were called Vori v Zakonie, thieves in law, because they had their own legal code. So they were from the Caucasus, they were from Central Asia, and they were very, very involved in different types of organized crime. Racketeering, extortion, the second economy. Dans un pays où économie dirigée signifie ferme collective, entreprise d'État, pénurie permanente, usines et commerces fonctionnent grâce à une économie parallèle, le marché noir, qui entraîne une corruption généralisée. Les chefs Vori, recrutés par le KGB, imposent le contrôle social à coups de masse et prennent en main l'immense marché clandestin qui permet à l'URSS, un temps encore, de ne pas s'écrouler. In the last 5 years of the Soviet period, the economy or the state budget was dependent on the sale of alcohol. And that money, instead of going to the state, went to organized crime. And at the same time that organized crime was just making massive amounts of money by producing illegal alcohol, Russia or the Soviet Union began to privatize the economy. And so they were sitting on huge amounts of cash. À la fin des années 80, la perestroïka initiée par Mikhaïl Gorbatchev libère les forces productives et tente de rétablir un semblant de rationalité économique. Gorbatchev veut ouvrir le pays, mais malgré tous ses mérites, il ouvre la jarre de Pandore. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Le bloc soviétique se délite. À Moscou, moins de 2 ans plus tard,
En août 1991, une tentative de putsch des durs du régime échoue, signant la fin de l'URSS. Héritant d'une Russie rétrécie et au bord de la ruine, Boris Yeltsin ordonne des enquêtes sur le plus grand secret du pays, ses finances. Les enquêtes s'annoncent difficiles, beaucoup d'archives ont disparu, et 3 des principaux responsables financiers du Parti communiste ont le malheur de tomber d'une fenêtre. Avec l'ère Yeltsin, 70 ans de répression politique et de collectivisme s'achèvent. À Moscou, place Loubianka, la statue de Félix Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, l'ancêtre du KGB, est déboulonnée. Le KGB est dissous et remplacé par le FSB, un organisme au rôle affaibli. À partir du moment où l'URSS s'effondre, en 1991, ce moment-là est vital parce que n'importe qui dans la rue ou les petits entrepreneurs ou même les gros entrepreneurs ont compris que si la force publique n'existe plus, il faut la remplacer par quelqu'un d'autre. Et c'est là que le crime organisé va tenir un rôle très particulier, qui est de dire « nous sommes l'ordre, nous sommes l'incarnation de la protection contre l'arbitraire économique. Vous possédez quelque chose? Ok, vous nous payez, nous vous protégeons et nous garantissons le fait que vous restez propriétaire de votre société. » Une nouvelle ère économique commence, marquée par l'ascension fulgurante d'une nouvelle classe d'entrepreneurs, les oligarques, au premier rang desquels Mikhail Khodorkovsky et Boris Berezovsky. As de la prédation économique, les oligarques vont naturellement pactiser avec la seule force encore en place dans le pays. From the inception of the post-Soviet economy, you had the new financial leaders of the economy working hand in glove with organized crime. Il suffit qu'un groupe arrive avec des armes à feu, s'empare du local de la comptabilité, déchire votre registre des actionnaires et vous n'êtes plus propriétaire de rien. L'essentiel de l'aluminium mondial a changé de main en une matinée. In the Russian aluminum industry, 47 people were murdered. On prend des kalachnikovs et on prend le contrôle des grandes mines de charbon. On prend le contrôle du cuivre, mais de manière absolument conséquente, au point qu'ils se sont appropriés des pourcents, voire des dizaines de pourcents parfois, des ressources mondiales sur certaines de ces filières. Et qu'ils vont créer leur propre banque, et qu'ils vont créer leur propre réseau d'influence, et qu'ils vont se retrouver moins d'une décennie plus tard, cotés à la Bourse de Londres. C'est à partir d'une ancienne république soviétique que le monde du crime va se réorganiser. En 1993, à Yerevan, capitale de l'Arménie, une foule immense accompagne pour son dernier voyage Rafik Zvo, le grand parrain de la mafia arménienne. Ces funérailles rassemblent hommes d'honneur soviétiques venus des différents pays de l'ex-URSS, des États-Unis, d'Allemagne ou de Turquie, mais aussi des mafieux italiens et des narcotrafiquants colombiens, également invités pour l'occasion. En marge de la cérémonie, ces mafieux tiennent une réunion historique. L'heure est à la création d'une internationale criminelle dans ce nouveau monde globalisé où la circulation de l'argent, son investissement et son blanchiment doivent être repensés. Dans le même élan, des sommets criminels se tiennent à Tel Aviv et à Porto Rico, autour des investissements internationaux des mafieux de l'ex-Union soviétique. Lorsque l'URSS s'effondre, il y a 2 mouvements vers l'étranger. Il y a d'abord, on en a parlé, un mouvement organisé qui a été pensé par le KGB et qui est basé sur ces sociétés à l'étranger. Mais il y a donc d'autres mouvements qui vont avoir de manière isolée ou parce qu'elles sont portées par des groupes criminels, l'intuition qu'il faut effectivement sortir de l'ex-URSS et de prendre son expansion. I remember going I think it was in 1993, to a closed government conference in the Washington area. And there was somebody from Scotland Yard who got up and said, you know, we have all these professors and mathematicians
staying at our top hotels in London. These are Russian mathematicians, Russian statisticians. We don't understand what they're doing here. But we think that they're doing something with money from Russia. They move their money out of Russia into England, into the south of France, into Spain, into the United States, where there is rule of law. It's not that they built rule of law within their own country. They went out to find rule of law elsewhere. À Brooklyn, dans le sud de New York, la mafia russe, composée de parrains volés et d'anciens du KGB, importe son expertise du crime financier, blanchiment et infiltration des circuits bancaires, et se met en affaire avec les grandes familles italo-américaines. Les États-Unis, grands vainqueurs de la guerre froide, ne voient pas émerger cette menace, fruit de ces nouvelles alliances. Convaincu de son hyperpuissance, l'Amérique accélère la mondialisation de son économie. En 1993, le président américain Bill Clinton met en place l'ALENA, une vaste zone de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. L'ALENA est un cadeau pour le crime organisé au Mexique. L'ouverture des postes frontières s'accompagne d'un autre bouleversement. Depuis la mort de Pablo Escobar en Colombie, les cartels mexicains ont récupéré l'immense marché de la cocaïne. Mexican organized crime wasn't born with a cocaine trade. They already had these smuggling networks in place to move people, to move heroin, to move marijuana. The cocaine trade is so lucrative and moves such scale that they very quickly developed their own infrastructure. And then the Mexicans become the senior partners for the US market, which is the case today. L'accord de libre-échange accélère les passages aux frontières. Un balai incessant de camions déverse aux États-Unis vêtements, jouets, téléviseurs, et logés dans les marchandises, cannabis, héroïne et cocaïne. L'argent de la drogue fait le chemin inverse. Au Mexique, une banque se distingue particulièrement dans le recyclage de cet argent, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. The couriers were carrying in Samsonites in duffel bags full of $100 bills, fresh off the streets of Los Angeles and Seattle and Chicago. The drug couriers frequently wearing leather jackets with the symbol of the Sinaloa drug cartel or the Los Zetas drug cartel on their back. Okay, so they're like pretty obvious. They have like a little badge, like I'm a Sinaloa member. Don't fuck with me. Okay, so they'd show up at the bank. The bank built special windows so they could raise the window and you could just shove the duffel bags of cash under it. And how did we know that? Because we had surveillance cameras inside HSBC Mexico City's headquarters, okay, all over. We had them all over the place in there. Après des années d'enquête, la justice américaine réussira à condamner HSBC, qui paiera une amende de près de 2 milliards de dollars. Une tape sur la main pour un groupe bancaire de cette taille. HSBC is a notorious serial violator on kind of a scale of Credit Suisse when it comes to financial crimes. And here's another example where they didn't lose their license. Nobody went to jail. It was basically a non-penalty penalty and a technical foul. I don't think until we take these big banks to the cleaners and basically make an exhibit of one of them at least that we will be able to get rid of this behavior. HSBC garde sa licence bancaire, sans surprise. En revanche, les cartels mexicains sont dans l'obligation de repenser la chaîne du blanchiment.
We've seen Mexican cartels in the US that came out from an FBI leaked document set up private investment accounts, essentially into the investment markets, and then take that money out to buy gold. Au même moment, au nord du continent américain, au Canada, un autre système mafieux impose ses propres mécanismes de blanchiment, les triades chinoises. Depuis les années 80, cocaïne et héroïne inondent le pays à partir de Vancouver, quatrième port des Amériques. Le soir, le centre-ville de Vancouver est le théâtre de scènes macabres. Just the volume of open-air drug market activity, the violence in the area, the disproportionate number of First Nations and Indigenous people that gravitated towards this open-air drug market in downtown Vancouver, it was hard to look at and watch. Dans les grandes villes canadiennes, Toronto, Ottawa et Vancouver, les triades se partagent le marché de la toxicomanie. Ces groupes mafieux passent d'autant plus inaperçus qu'ils se fondent dans une diaspora présente au Canada depuis plus d'un siècle. À Vancouver, les triades blanchissent et réinvestissent l'argent du crime grâce à un modèle expérimenté de longue date au cœur de deux enclaves coloniales, Macao et Hong Kong. Maîtresses de l'économie souterraine, les triades ont créé depuis des décennies un empire de la prostitution, du trafic de drogue, du jeu, des paris clandestins. À Macao, un immense parc de casinos sert aux apparatchiks du Parti communiste chinois à dilapider et cacher leur fortune, et sert aux triades à blanchir leur argent sale. C'est ce modèle que le crime organisé de Macao exporte au Canada. Les triades vont réussir à s'infiltrer dans le monde des casinos, très nombreux dans la province de Vancouver, la Colombie-Britannique. Government casino workers saw figures such as Betty Big Sister Yan, Kwok Chun Tam, Lai Cheng-sing, China's most wanted fugitive. These were the high rollers, the loan sharks that employees in the casino saw had such influence, carried such amounts of cash, generated such profits that they became the de facto bosses of the casino. Le casino avec les jetons crée en fait une monnaie parallèle. Parce qu'un jeton, quand on a des multi-casinos qui sont déployés sur tout un territoire, on peut avoir des jetons à 100 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, 100 millions. Ça vaut cet argent-là. Mais c'est petit comme ça et c'est en plastique. C'est génial pour le blanchiment ou pour le transfert d'argent. Parce qu'on peut prendre un jeton à Moscou, par exemple, et puis on pouvait le changer à Vienne. On peut prendre un jeton à Shanghai et le changer à Hong Kong et vice-versa. Et ensuite, ça s'est internationalisé, puisqu'on pouvait payer avec ces choses-là, qui échappent absolument et complètement à toute espèce de régulation financière. Sur le continent américain, drogue, circuits de blanchiment, acteurs criminels multiples, tous les ingrédients sont réunis pour la constitution d'une nouvelle autoroute du crime, de Tijuana à Vancouver, au moment où, consécutivement, Macao puis Hong Kong retournent dans le giron chinois. En Europe, un autre groupe mafieux va à son tour s'engager sur les routes du crime globalisé. L'Ndrangheta. Basée en Calabre, dans le sud de l'Italie, cette organisation criminelle d'origine rurale est l'une des 4 mafias historiques du pays. Contrairement aux Siciliens de Cosa Nostra, aux Napolitains de la Camorra ou à la 4e mafia des Pouilles, la Ndrangheta est alors la seule mafia présente sur tous les continents. Cette expansion lui permet de comprendre avant tout le monde ce que signifie la chute du mur de Berlin. La 'Ndrangheta capisce che non ci sono più barriere tra l'Ovest e l'Est, non c'è più guerra fredda, non ci sono 2 blocchi contrapposti, ma c'è il mondo da conquistare
e quindi va alla colonizzazione dei mercati in Sudafrica, in Congo, in Kenya, va nell'est Europa, va in America del Sud. Installée depuis plus d'un siècle aux États-Unis, la Ndrangheta déploie alors ses hommes en Colombie, au Pérou, au Brésil. Dès le début des années 90, la Ndrangheta est devenue le premier exportateur de cocaïne à l'échelle mondiale et gère les points d'entrée en Europe, en Afrique, en Océanie. E l''ndrangheta, che ha a disposizione grosse risorse di denaro, trova nel capitalismo selvaggio un alleato straordinario, perché il denaro della droga entra con una facilità impressionante nell'economia legale. Oggi non c'è un paese d'Europa dove l''ndrangheta non è riuscita ad investire denaro. La Ndrangheta investit dans les services, la restauration, l'immobilier, la construction, la grande distribution, les transports. La Ndrangheta diversifie ses placements partout où elle s'implante et consolide ses liens avec les organisations criminelles russes, chinoises, turques, marocaines, nigérianes, albanaises. Au fil des années, cette mafia agro-pastorale est devenue une multinationale du crime qui investit dans le monde entier, sauf en Calabre. Luigi Bonaventura est un repenti de la Ndrangheta. Il a quitté l'organisation au péril de sa vie. È il vero problema, non è più il problema per arrivare alla cocaina come si installa, ma è ripulire i soldi. Ci sono. Oggi il costo della cocaina effettivamente può sembrare così elevato perché non va considerato io compro, finito qua in Italia, a $10.000 al chilo e poi vendo a 35-40 e chissà quale guadagno, perché in questi 35-40 ci devi proprio mettere appunto le perdite che sono proprio quelle di pagare anche le tasse addirittura per riciclare i soldi. E il riciclaggio addirittura funziona che il narcotrafficante diventa quello che paga più tasse, perché tu automaticamente, avendo una serie di ristoranti o avendo una serie di alberghi, non invadono interi stati e comprano di tutto e di più. Addirittura so che ci sono state delle città che hanno detto ad alcuni: adesso basta acquistare, avete acquistato tutto. Ed anche è un fenomeno che va oltre la nazionalità italiana. Noi identificarlo solo un problema italiano sarebbe davvero limitativo e pericoloso, molto pericoloso. Lors d'une conversation téléphonique interceptée par la police italienne, un Ndrangheta déclare que le monde se divise en deux, la Calabre et ce qui doit devenir la Calabre. En Russie, à peine sortie des limbes, la jeune fédération semble déjà au bord de l'effondrement. L'essentiel des ressources est maintenant sous la coupe de prédateurs. Le système bancaire est en passe de devenir totalement mafieux. Les banquiers récalcitrants sont assassinés. En 1995, la Banque centrale de Russie estime qu'entre 50 et 80% des banques du pays sont aux mains du crime organisé. The money flights were enormous, and the economic situation of the ordinary citizen was extremely precarious. But because if you owned a bank and you raided the bank and sent the money overseas, the bank depositors lost their assets. And so this impoverished the Russian population over and over again with these banking scandals, which is part of the reason that people wanted stability, because they'd lost stability and the support of the social welfare benefits that existed in the Soviet period. Then they lost their life savings in the banks. And so everything seemed to be collapsing around them. And you could see the rise of oligarchs, you could see gangsters in the restaurants, in expensive cars, in the streets, and this was just
traumatic. Un homme symbolise l'immense pouvoir dont jouissent à l'époque les groupes criminels russes. Sergueï Mirailov, le parrain de la Solntsevskaya moscovite, alors l'organisation mafieuse la plus puissante de Russie. Mirailov recycle au travers d'une myriade de sociétés fantômes disposant de comptes offshore les revenus que la Solntsevskaya tire de ses activités criminelles et bancaires. En 1996, Mirailov est arrêté à Genève, où il réside, pour blanchiment d'argent. Les enquêteurs suisses découvrent ça sur le territoire suisse, ils commencent à faire des commissions rogatoires à l'étranger, ils vont en Europe de l'Ouest et à nouveau, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent dans des sociétés liées au crime organisé Solntsevskaya, donc du pur crime organisé, ils trouvent des liens avec Boris Birstein. Et c'est là qu'on reste perplexe, en train de se dire, mais de quoi parle-t-on dans ce millefeuille du crime organisé russe où ils avaient avec une telle intimité des chefs mafieux, des hommes d'affaires, des intermédiaires KGB. C'est ça, le secret de la puissance de la mafia russe. Les réseaux souterrains de l'ancien KGB et les positions acquises à l'Ouest grâce au réseau de sociétés par avant. Évincés du Kremlin par le clan Yeltsin, les anciens du KGB ont disparu de Moscou. Leur revanche va venir de la seconde ville du pays, Saint-Pétersbourg. Au milieu des années 90, le groupe mafieux dit de Tambov prend dans un climat de violence extrême le contrôle des infrastructures portuaires pour le transformer en plaque tournante du trafic de cocaïne. Pour blanchir leur argent, les mafieux s'invitent au capital d'une petite banque régionale créée par des anciens du KGB, la Banque Rossiya. Bank Rossiya is a very good example. This was one of those banks, and there were a few in Russia that were acting kind of in the same vein to enable politicians to launder money and to amass a large part of the loot. So this is a bank that kind of sits at the center of crime and politics, the pivot that allowed people to shuffle money around and to gain control, financial control, which is crucial, to political control. Actionnaires principaux de la Banque Rossiya, les mafieux de Saint-Pétersbourg bénéficient également de l'aide diligente du maire adjoint de la ville. Cet homme discret, au point de friser l'invisibilité sur les photos officielles, est un ancien membre du KGB, Vladimir Poutine. Stationné à Dresde dans les années 80, Poutine a participé pour le compte du KGB et de la Stasi, les services secrets est-allemands, à des opérations de déstabilisation, mais aussi à la contrebande de technologies venues de l'Ouest. Fin 1999, Poutine succède à Yeltsin dans une Russie au bord de la banqueroute après avoir fait l'année précédente défaut sur sa dette. À la tête du pays, Vladimir Poutine s'attelle à mettre au pas les oligarques et les mafieux sous l'autorité d'un seul homme, lui-même. President Putin gets up and says, well, this corporate raiding is very bad for the Russian economy. We've got to do something about it. Les anciens KGBistes autour du président remettent les services de sécurité au cœur du système russe via le FSB. Première cible, le pétrolier Yukos est récupéré et son propriétaire, Mikhail Khodorkovsky, envoyé en Sibérie. Igor Sechin, originaire de Saint-Pétersbourg, proche parmi les proches de Vladimir Poutine, récupère Yukos au profit de sa société pétrolière, Rosneft. Pour financer les investissements nécessaires à l'exploitation du pétrole sibérien, Sechin doit accéder aux capitaux internationaux. La City de Londres, première place financière internationale, lui ouvre ses portes. Ici, pas besoin de certifier l'exactitude des comptes financiers et donc aucun risque d'infraction pénale à redouter. In the city of London, it's like that's sort of their raison d'être. They're basically, you know, that's what do you think bankers do in the city of London? I mean, it's all about setting up and structuring entities that are basically opaque. And the most obvious and most frequent use of these entities is just for tax evasion. En 2006, Rosneft fait son entrée en bourse à la City. C'est la 3e plus grande vente d'actions au monde de l'année, un triomphe. Avec la flambée des cours du pétrole,
la Russie devient un Eldorado pour les compagnies pétrolières. Un Eldorado au milieu de la jungle. En 2006, Andrei Kozlov, vice-président de la Banque centrale de Russie, qui a démantelé plusieurs réseaux de blanchiment d'argent et fait fermer 44 banques, est assassiné à Moscou avec son chauffeur. Pour les marchés financiers et les investisseurs, peu importe les méthodes mafieuses de la nouvelle oligarchie KGBiste, l'argent du pétrole, fût-il russe, n'a pas d'odeur. La City de Londres, majordome de l'argent russe, est alors surnommée Londongrad. You've got a huge amount of property owned by Russians. You have law firms with so many lawyers helping facilitate Russian money laundering, Russian business. You've got PR firms that are working. You have a whole profession of facilitators. But some of these people serving this Russian elite are getting recognition from the British apparatus. You know, they're honored lawyers of the realm. Dans les années 2010, 20 ans après la rencontre historique des principales organisations criminelles à Yerevan, la transformation de la Russie en État mafieux a fluidifié les relations commerciales entre les différents acteurs criminels implantés dans toutes les places fortes de l'économie mondiale. C'est alors que Paul Radu apparaît, et avec son équipe de l'OCCRP, il replonge dans les archives financières du bloc soviétique des 3 dernières décennies. En épluchant les mouvements d'argent d'une banque balte, Paul Radu débusque un compte douteux utilisé par différentes organisations criminelles. I was surprised. I said, what is this? This seems like a crazy conspiracy. One bank account and you have all these criminal groups coming together to launder the money through this one Tormex Limited company. This is insane. And then I looked a little bit more at those companies mentioned in the banking record, and there were always, these offshore companies with bank accounts, sometimes in Latvia, sometimes in Estonia, sometimes in Germany, sometimes in the US, all over the world, China, everywhere. And they were, transferring these huge amounts of money. And that's when, for the first time, we had access to direct banking records that showed that the conspiracy was on the side of the bankers who put this system together. And that's when we slowly started to understand what was going on. Avec ses collègues de l'OCCRP, Paul Radu fait alors une seconde découverte en suivant les variations des coûts du blanchiment de l'argent sale en Europe et dans l'ex-sphère soviétique. You look at the Italian mafias, you look at other groups, and they would have to give away quite a bit of their criminal profit to people who are professional money launderers. It was sometimes 10%, 15%, quite big chunks from the hard-earned criminal work, from the crime. But bankers in the Baltics thought that there's opportunity in lowering the cost of money laundering. There's great opportunity in there. From the 10% from the cut that was taken for money laundering, they went down to even 0.1%. But for the banker to make a profit, like a sizable profit, the banker needed volumes of money. There was a banker who set up the system and said, look, I have a bank and I have this pipeline for laundering billions. Now I only need the clients. Who wants to launder money? This is why you see multiple criminal groups laundering their money through the same pipelines. It's not that they know each other, but they make use of the same infrastructure that was put together in their service by the bankers. Paul Radu conceptualise le pipeline, ce circuit de la finance occulte mis en place par des banquiers, des hommes d'affaires et des mafieux. Coup sur coup, l'OCCRP va sortir 3 affaires de blanchiment d'argent sale, révélant des sommes détournées indécentes. La Troïka Landromat, l'ONG met la main sur plus de 47 000 transactions financières pour un montant de 26 milliards de dollars d'argent blanchi par 2900 sociétés. L'Azerbaïdjani Landromat, une opération impliquant 4 sociétés écrans enregistrées au Royaume-Uni pour des proches du pouvoir en Azerbaïdjan. Et la Moldovan Landromat, 20 milliards de dollars impliquant 732 banques de 96 pays, parmi lesquelles
Deutsche Bank, UBS, Bank of China, HSBC, la Royal Bank of Scotland et la banque Coutts, la banque de la couronne d'Angleterre. Through OCCRP, we're able to connect those to what was going on in Western Europe, what was going on in the US, the United States, and elsewhere. So the whole thing is to understand these patterns, because at the end of the day, crime is a commodity. You have an import-export of crime. You have all this lot of money laundering, but you also have this mindset where criminals, when they find a criminal model that works, like the laundromats, be sure that they will apply that same model over and over and over again until someone stops them. If anyone is there to stop them, and usually there's nobody, because these are global structures, and at the global level, there's no natural enemy of organized crime and corruption. And this is the power of the criminals. Le travail de l'OCCRP marque un tournant dans la compréhension du crime financier contemporain. Dans le même temps, d'autres ONG s'attaquent aux poumons criminels du monde, les paradis fiscaux. À partir de 2013, une série de révélations, appelées les leaks, dévoile des pratiques financières criminelles impliquant directement des États. Offshore Leaks 2013, LuxLeaks 2014, SwissLeaks 2015, Bahamas Leaks 2016, Paradise Papers 2017, Pandora Papers 2021. John Christensen a cofondé Tax Justice Network, une ONG qui documente les dérives des paradis fiscaux. Christensen fut un insider de la finance offshore sur l'île de Jersey pendant 14 ans. Ce vétéran de la lutte contre l'argent sale et les paradis fiscaux voit dans la sortie des premières leaks la récompense de 20 années de labeur. What the leaks have done is to show the banality of global corruption. Show that really boring people, bankers and accountants, are all involved in supporting corruption. They're all involved in a criminogenic environment. They pretend that they are ultra-respectable, professional people, whereas in reality, they are engaged in a long-term process of enabling and facilitating criminal activity and undermining democracy. En 2013, un nouveau leader arrive à la tête du pouvoir en Chine, Xi Jinping. Au même moment, sortent les Offshore Leaks qui mettent à jour les comptes secrets de hauts responsables politiques et de dirigeants de grandes entreprises d'État chinoises. Entre 1000 milliards et 4000 milliards de dollars en actifs intraçables ont ainsi quitté la Chine depuis les années 2000 pour s'investir dans des paradis fiscaux caribéens et tout particulièrement aux îles Vierges britanniques. 我们党面临着许多严峻挑战，党内存在着许多亟待解决的问题，尤其是一些党员干部中发生的贪污腐败、脱离群众、形式主义。Xi Jinping lance une vaste campagne anticorruption, mais elle ne touche que ses rivaux. Les triades chinoises échappent aux purges et ne sont pas démantelées. C'est dans ce contexte qu'un opiacé de synthèse fait son apparition dans les laboratoires chinois. Le fentanyl. Sa fabrication n'a rien d'illégal, mais additionné à l'héroïne et à la cocaïne, le fentanyl multiplie la puissance narcotique par 100, un poison mortel. En 2013, les États-Unis et le Canada dénombrent déjà des milliers de morts de ce produit au réseau d'approvisionnement encore mal connu. En 2021, le chiffre passe à 100 000 morts sur le sol américain. Vancouver, porte d'entrée du fentanyl sur le continent nord-américain, multiplie les records. Progression exponentielle des décès, spéculation immobilière hors de contrôle, multiplication des salles de jeu. Une seule différence, les parrains du système ne sont plus les triades. Fentanyl is first and foremost a generator of proceeds for the state of China. They could shut those factories down if they wanted to. They could eradicate the precursors if they wanted to, if they were listening to the United States government. But they're not doing that. This is essentially what we can call the company
a network of triad bosses with interrelationships with Chinese security and intelligence and Chinese Communist Party handlers. L'internationale mafieuse permet une division du travail mondialisé. Les produits chimiques indispensables à la fabrication du fentanyl sont exportés au Mexique par des entreprises chinoises légales. Les cartels de Sinaloa, en lien avec les triades, se chargent de les synthétiser en narcotiques. Dans cette nébuleuse mafieuse, un groupe criminel, inattendu sous ses latitudes, est alors repéré par les autorités canadiennes. Key people from the Sinaloa cartel arriving in Vancouver, and we can see that they would be meeting with agents of Hezbollah or Persian, Iranian, Middle Eastern high-level organized crime actors. Why would they be meeting together? This is a question that confounded Canadian investigators until they recognized that the Persian or Hezbollah actors were also very tightly connected with the Chinese triad networks. So why was that happening? L'apparition à Vancouver du Hezbollah, la milice religieuse libanaise, témoigne de la nécessité pour ses chefs de sophistiquer l'ingénierie financière afin de masquer ses activités criminelles. La présence au Canada du Hezbollah n'est pas vraiment une surprise pour le renseignement américain qui suit de très près ses activités clandestines sur la scène internationale. Tout commence quelques années plus tôt. En 2006, la DEA, l'agence américaine antidrogue, surveille la Colombie. Une écoute téléphonique est interceptée entre des membres du cartel de Medellín et des partenaires discutant en arabe. We started hearing a lot of calls in Arabic all of a sudden and a lot of mentions of Hezbollah and money movements all around the world, including the Middle East and Africa. Très impliqué au Moyen-Orient depuis l'invasion de l'Irak, Washington met en place une task force. Jack Kelly, alors agent de la DEA, est activé. L'opération Cassandra commence. We knew that this was the beginning of a burgeoning relationship between this Medellin cartel and Hezbollah. Le Hezbollah, ébranlé lors de la guerre menée par Israël au Liban en 2006, s'est lancé dans le trafic de cocaïne à destination du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Europe, en s'appuyant sur ses réseaux au sein de la diaspora libanaise en Amérique latine. It did look as though you had a Medellin drug lord sitting in a Hezbollah-controlled area of Lebanon, coordinating international cocaine trafficking. You could tell by the way the numbers contacted, who they were contacting, and who held the phones of those being contacted. Les écoutes téléphoniques et les enquêtes de terrain révèlent un autre acteur étatique, le Venezuela. Le président de l'époque, Hugo Chavez, développe des liens étroits avec le Hezbollah, la Syrie et l'Iran en matière de trafic de cocaïne, de blanchiment d'argent, mais aussi de trafic d'armes, destiné à frapper les intérêts américains en Amérique latine et en Irak. They began moving massive amounts of cash, mostly cocaine proceeds, on Commias Airlines, the Venezuelan airlines, out of Caracas. And that airline then would go to Damascus and Tehran. And in Damascus, a lot of the money would be dropped off, and some of that money would make its way into Lebanon as part of this whole money laundering scheme. L'Amérique se concentre sur le Liban, où en quelques années les réserves de dollars ont doublé pour atteindre 16 milliards. David Asher a supervisé l'opération Cassandra aux côtés de la DEA en sa qualité de représentant du département des missions clandestines au sein du Pentagone. When we did Project Cassandra against Hezbollah, we systematically attacked their narcotics trafficking, money laundering enterprise. L'opération Cassandra remonte la piste de bureaux de change installés à Beyrouth par lesquels transitent d'importants mouvements de fonds en provenance d'une banque libanaise, la Lebanese Canadian Bank. I helped penetrate Lebanese Canadian Bank. We've learned things that we had just no idea about. We learned that the Iranians had this massive amount of money inside that bank they were using to move money through Lebanon all over the world for their intelligence service and for their Quds Force, their terrorist organization. En quelques mois, le Hezbollah transfère 5 milliards de dollars sur 249 comptes à la Lebanese Canadian Bank. En 2011, le Trésor américain active la désignation 311, un dispositif juridique qui permet de priver une banque étrangère de tout accès aux banques basées aux États-Unis. Du jour au lendemain,
la Lebanese Canadian Bank cesse d'exister, mais aucune poursuite pénale n'est engagée aux États-Unis. The Lebanese gave us a spreadsheet where they showed us where all the money had gone for all these suspicious accounts tied to Hezbollah. Where they went to all the other banks. They gave us the names of the banks. They gave us the account numbers. They gave us all that. We did nothing with it as a government. So just merely to get to the point where we went after Lebanese Canadian Bank, it was so exhausting that, frankly, the Treasury Department, the Department of Justice, just called it a day. Pour David Asher et Jack Kelly, l'abandon des poursuites pénales contre le Hezbollah, après tant d'efforts, a un goût amer. La raison est peut-être politique. À cette période, l'Amérique est désireuse d'éviter tout ce qui pourrait nuire à un accord sur le nucléaire iranien, alors en cours de négociation. Entre le risque de prolifération nucléaire et la menace posée par l'un des plus grands réseaux criminels transnationaux au monde, Washington fait un choix. Un choix qui laisse les banques libanaises aux mains des groupes mafieux, avec la banqueroute que le pays connaît aujourd'hui. Un choix qui laisse également le Canada seul en première ligne face aux groupes criminels de plus en plus nombreux sur son sol. Androgeta, the Triads, Hezbollah, setting up operations in Canada because there's not a strong racketeering law. À Vancouver en 2016, les montants du blanchiment du trafic de drogue atteignent des niveaux records. Cependant, les autorités canadiennes acceptent de relever le seuil des paris au baccarat de 5 000 à 100 000 $ pour un coup de dé. You know, when we account how much money has been laundered in Vancouver, we have to take the scale and multiply it from the billions in BC government casinos into the tens or even 100 billion in Vancouver real estate development, which is being driven largely, especially in latter years, by the very same whale gamblers. Sur cette vidéo tournée à Vancouver et postée par un journaliste canadien, officiel de Pékin, service secret, membre des Triades, paradent ensemble pour le Nouvel An chinois. So there's willful blindness from politicians, there's willful blindness from the bankers. At some level, many lawyers are willfully blind. Willful blindness. En 2018, se tient à Madrid un procès retentissant contre le groupe de Tambov, le groupe mafieux de Saint-Pétersbourg, dont les activités illicites en Espagne englobent le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et le trafic d'armes, avec des complicités au plus haut sommet de l'État russe. Parmi les 17 accusés, un homme en fuite au moment du procès, Gennady Petrov, un des leaders du groupe de Tambov et ancien actionnaire de la banque Rossiya. Révélée par les Panama Papers, la banque Rossiya apparaît alors comme la perle de l'empire poutinien. Bank Rossiya is sometimes called Putin's bank. There's also all this inner circle of Putin's close friends that used the same bank for their money laundering, for looting state-owned companies in Russia. If you look at the universe of Russian banking, you see Banca Rossiya as being like a pillar of the system, but there were many other banks trying to do the same kind of business that Banca Rossiya did. And they were gradually shut down for money laundering, shut down for various fraud, for the corruption that these banks allowed. But Banca Rossiya was never touched. We're taught that 1 + 1 = 2. Simple. Les Panama Papers révèlent également une destination de prédilection pour la banque Rossiya, sans surprise, l'île de Chypre. À Chypre, place financière respectable, ce ne sont pas seulement les institutions bancaires qui accueillent l'argent sale, mais un autre maillon clé de l'industrie de la finance, les grands cabinets d'audit et de consulting. Who's the bank Rossiya's auditor? PwC. Who sets up all the companies in Cyprus for Bank Rossiya? PwC Consulting. Where are all the companies located for Bank Rossiya in Cyprus? In Nicosia and in Limassol, inside PwC's buildings. Okay, like that's not a secret. The people who really get
protected are the accounting firms and the law firms. When's the last time a lawyer went to jail for providing services to a criminal? Une décennie de leaks achève de documenter le rôle majeur de la Russie dans le blanchiment de l'argent sale. Et quand éclate en 2018 le scandale de la Danske Bank, la plus grande banque danoise, les journalistes s'étranglent avec les chiffres. La Danske Bank a blanchi 200 milliards de dollars d'argent russe provenant des compagnies contrôlées par l'entourage familial de Vladimir Poutine et par les anciens du KGB. Pour les analystes financiers, et selon l'agence Bloomberg, les fuites de capitaux russes s'élèvent à 330 milliards de dollars entre 2007 et 2014 et à 390 milliards de dollars entre 2014 et 2020. Cependant, un aspect troublant entoure la succession de cette série ininterrompue de leaks. Les États-Unis ne sont jamais pris dans la tourmente des révélations. Fer de lance de la lutte contre l'argent sale dans le monde, l'Amérique laisse pourtant prospérer sur son territoire des zones défiscalisées et opaques. La transparence imposée par Washington sur les petits paradis fiscaux des Caraïbes conduit les fraudeurs à transférer leurs avoirs dans le Delaware, le Nevada, le Dakota du Sud, le Wyoming, la Floride. Le gendarme financier du monde est devenu le refuge ultime de l'argent sale. There are a number of reasons why people from across the world might want to use the US. They are competent holding dollars. They can hide their identity. The US is particularly weak at sharing information. They can capture information about US citizens using offshore accounts through foreign banks. They will not share that information with countries elsewhere. And for that reason, foreign wealth holders who are wanting to use the US for all sorts of purposes, which might include tax evasion or hiding stolen assets or whatever, they are quite confident that they can hold their assets in the US and not have that information shared with the national tax authorities of the country where they're resident. Les États-Unis ont un autre problème dans leur traque de l'argent sale. Si l'IRS, le fisc américain, a longtemps été connu pour sa sévérité, 25 ans de plans budgétaires lui ont coupé les ailes. L'IRS compte aujourd'hui moins d'agents qu'il n'en avait en 1945. Conséquence de cette démolition contrôlée, 600 milliards de dollars par an en manque à gagner, l'équivalent du budget militaire américain. Un tiers du total de ces pertes fiscales est attribuable aux 1% les plus riches. And this might be a moment of truth where Europe and the United States finally have to confront their demons, which is this horrible convergence of interests between kleptocrats, organized crime, and the economic interests of domestic political and economic elites. And this alignment of interests has completely undermined the fundamentals of a market economy, undermined rule of law, undermined democracy itself. La guerre en Ukraine referme un chapitre ouvert en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Les sanctions économiques et financières imposées à la Russie, les plus drastiques jamais imposées à un pays, tracent une voie claire dans le combat contre les pipelines d'argent sale au niveau mondial. Ce combat, activistes, journalistes d'investigation, universitaires, juges, lanceurs d'alerte, sont toujours plus nombreux et nombreux à le rallier et à le porter haut. Leur mérite est de nous faire prendre conscience que si le crime organisé est la forme la plus violente du capitalisme, ce sont les outils mis en place par les facilitateurs, banquiers d'affaires, avocats fiscalistes, consultants, législateurs, qui en décuplent la brutalité et mènent à la guerre. Mafia et banque, c'était l'histoire de deux mondes que tout opposait. Mafia et banque, c'est l'histoire de deux mondes qui ne pouvaient pas ne pas se rencontrer.